Je suis en 8e année d'internat de médecine générale. Aujourd'hui, je dirige une foncière familiale qui a un petit peu moins de 120 lots en portefeuille pour une valeur un peu plus supérieure à 10 millions d'euros, où on réalise des acquisitions chaque année. Pour te donner une métrique, on essaye d'acheter entre 2 et 3 millions d'euros d'actifs. Quel aujourd'hui investissement, mis à part l'immobilier locatif à effet de levier, et j'insiste là-dessus, peut te rapporter 100% de ta mise de manière quasiment prédictible chaque année. Il y a eu une époque où il y avait des taux qui étaient bas. Entre-temps, du coup, les taux ont augmenté. Peut-être le coût des travaux aussi a augmenté. Il y a eu les recommandations HCSF qui font que peut-être c'est un peu plus dur aussi d'emprunter. Il y a tout ça sur la fiscalité. Je pense que c'est encore possible de faire tout ça aujourd'hui si quelqu'un se lance de zéro. C'est le fait de s'adapter au jeu du Monopoly. Les règles changent, elles vont changer, elles continueront de changer et partout dans le monde. T'estimerais combien la probabilité un jour Timothée est milliardaire? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Finance 360. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Timothée. Bienvenue. Ravi aussi. Merci d'avoir fait le déplacement, d'autant que tu viens donc de Bourgogne directement, après exact. Une nuit déjà de garde. Donc Ouais. t'enchaînes pas mal. J'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, mais Donc on t'en voudra pas si des fois tu peux mettre un peu de temps à répondre, etc. ça devrait aller. Alors Timothée, juste pour te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ont pas déjà vu sur les réseaux sociaux, parce que tu es aussi créateur de contenu. Yes. Donc tu fais beaucoup de choses à la fois. Donc pour résumer, si j'ai rien oublié, tu es interne en 8e année de médecine. Ouais. Tu es aussi entrepreneur, tu es aussi investisseur immobilier avec un peu plus de 100 biens à ton actif, il me Ouais. semble. On Ouais, pourra en exact. rediscuter. Et il me semble que tu es aussi père de famille. Exact, aussi. ouais. Donc il y a vraiment les 4 casquettes. Ouais. Donc pour commencer, toi, comment tu te présentes en fait quand on te demande de te présenter? Je pense que tu as fait une bonne présentation, un bon résumé de ce que je fais au quotidien. Moi, j'ai allez, grosso modo, 3 verticales principales qui dirigent un petit peu ma vie. Le premier, c'est le soin, évidemment, c'est mon premier métier, mon métier de cœur. Je suis en 8e année d'internat de médecine générale, pour faire de la médecine de famille, médecine de campagne, peu importe comment on l'appelle. Deuxième verticale que j'ai commencé en parallèle de mes études grâce à ma première entreprise, qui était une auto-entreprise, tout simplement, qui était un cabinet de thérapie. C'est de l'investissement immobilier, où aujourd'hui je dirige une foncière familiale que j'ai créée avec mon papa, où j'ai d'autres investisseurs qui nous ont rejoints, qui a un petit peu moins de 120 lots en portefeuille pour une valeur un peu plus supérieure à 10 millions d'euros, où on réalise des acquisitions chaque année. Pour te donner une métrique, on essaye d'acheter entre 2 et 3 millions d'euros d'actifs et on liquide environ 500 000 euros de liquidité. Ok. C'est-à-dire que chaque année, on vend un bout du parc qui permet d'acheter le bout de l'année d'après. À côté de ça, j'ai une chaîne YouTube à but éducatif pour apprendre aux gens à réaliser des opérations locatives rentables. On est principalement situé sur plutôt des débutants. Le but du jeu, c'est... je ne pense pas avoir énormément de matière à apporter pour quelqu'un qui a déjà 50 biens immobiliers. Parce qu'en fait, ce qui est beau dans l'immobilier, c'est qu'on n'invente rien. On fait que répéter une recette et l'optimiser un petit peu plus. Mais je veux dire, une fois qu'on a acheté un appartement, un petit immeuble, un local commercial, un local professionnel, on a à peu près tout fait, même si on continue d'apprendre tous les jours. Donc je fais de la formation par rapport à ça. Et également, jeune papa une première fois, bientôt une deuxième fois. Ah, félicitations. Donc voilà. Ok, donc ça fait beaucoup de casquettes différentes. Ouais. Et je pense que quand quelqu'un entend ça, quand on se dit que tu as juste 26 ans, déjà on se dit que médecine de base, c'est un domaine où c'est assez difficile de réussir, rien que quand on fait juste ça, ce qui est déjà très bien. L'immobilier, acquérir 1-2 biens, c'est possible, mais en acquérir plus d'une centaine en si peu de temps, c'est aussi très fort. Pareil, sur les réseaux sociaux, c'est dur de développer une audience. Tu as réussi à faire tout ça en même temps pour qu'on comprenne un peu comment ça a commencé tout ça. Au début, tu as recommencé par quoi? C'est lors de tes premières années de médecine, comment tu t'es dit je vais commencer à investir en immobilier? C'est quoi un peu le début? Le point de départ. Alors moi, à la fin du lycée, j'avais 3 passions. J'adorais le cerveau humain, donc je me disais moi je suis plutôt bien câblé à l'école, je réussis bien à l'école. Mes parents sont professeurs libéraux dans le soin, sont médecins généralistes pour mon papa, dentistes pour ma maman, donc les deux sont dans le soin. Donc j'avais toujours eu déjà ce modèle-là que d'aider les autres, c'est quelque chose qui peut te rendre heureux. Je pense que c'est ma première source d'inspiration. Et donc j'hésitais entre faire une fac de psycho, une fac de médecine ou une fac de sport. Pour être coach sportif, je faisais beaucoup de sport à l'époque, de la danse notamment. Okay. Donc voilà, j'avais ces 3 choix-là. J'ai décidé de faire une première année de médecine que j'ai eu du premier coup. Et à la fin de ma première année de médecine, je me suis payé avec quelques économies que j'avais une formation pour faire de l'hypnothérapie. Donc pas du tout de l'hypnose de spectacle où je claque des doigts, tu t'endors et puis je te fais faire le chien ou je ne sais quoi. Ici, l'idée, c'était d'aider les gens sur une thérapie brève. Le but du jeu étant pas de faire une psychanalyse, c'est pas du tout le même courant de pensée psychologique.
pour aider les gens, par exemple, à se débarrasser de la cigarette, à perdre un peu de poids, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai fait cette formation-là pendant un petit mois. Tout de suite, à la fin de ma première année de médecine, j'ai fini le concours un vendredi, j'ai attaqué la formation le samedi. Donc voilà, j'ai enchaîné les deux. Et au bout d'un mois, je me suis dit, bah tiens, plutôt que d'aller bosser à Carrefour ou à McDo, comme faisaient tous mes copains à l'époque, je vais ouvrir mon auto-entreprise. Puis si j'arrive à faire 1 ou 2 consultations dans la semaine, bah super, ça me fera déjà 200, 300 euros par mois. Ça fera mon argent de poche en tant qu'étudiant. Et en fait, je me suis vraiment pris de passion pour la discipline et ça a beaucoup plus vite marché dans une beaucoup plus grande quantité, puisqu'en l'espace de quelques mois, je suis passé de 0 à 30, voire 35 consultations par semaine. Mais attends, tout ça en parallèle de tes études de médecine, du coup. Exactement, ouais. J'ai attaqué, tu vois, on reprenait la rentrée, c'était au mois de septembre. Moi, j'ai attaqué au mois d'août. Donc, j'ai eu un premier mois assez calme. Puis, à partir du mois de septembre, ça a marché beaucoup plus. J'ai commencé à remplir mon samedi matin. Donc, de 8h à midi, 4 consultations. Après, j'ai rempli mon samedi après-midi, mon dimanche matin, mon dimanche après-midi. Après, une après-midi dans la semaine. Après, j'ai fait des séances d'hypnose gratuitement à la fac pour les étudiants de première année, pour les aider à se concentrer, à pas perdre le moral, garder la motivation. Donc voilà, j'ai fait vraiment plein de choses dans cet espace-là. Après, je suis devenu prof dans l'école dans laquelle je m'étais formé. Donc j'ai commencé à donner des conférences un peu partout, à Lille, à Strasbourg, à Paris. Toujours en parallèle de mes études. Grosso modo, je bossais à la fac du lundi au vendredi. Puis je faisais mes consultations samedi, dimanche, une après-midi en plus dans la semaine, parfois certaines soirées. Et c'est ce qui m'a permis de faire mon premier investissement immobilier. Puis mon deuxième, mon troisième, et puis ça s'est fait comme ça. Ok, donc l'immobilier au début, c'était pas forcément voulu. C'est du fait de cette expérience que ça t'a amené jusqu'à. C'est surtout du fait de cette expérience que j'ai eu des sous pour pouvoir emprunter et utiliser l'effet de levier. Parce que si tu gagnes pas d'argent, tu peux pas utiliser l'effet de levier. Ce qui veut pas dire que tu peux pas faire d'immobilier, mais toute la beauté de cette catégorie d'actifs réside dans le fait que tu peux faire de la dette bancaire, chose qui n'est pas le cas avec des actifs financiers ou de manière complètement différente. Donc c'est surtout ça qui m'a permis d'avoir des premiers revenus qui étaient très confortables. Une séance d'hypnothérapie, grosso modo, c'est 80 €, entre 60 et 80. Moi, j'en faisais entre 30 et 35 par semaine, fois 4 semaines par mois. Je te laisse faire la multiplication. Ça commence à faire pas mal. Ouais. Et malgré tout ça, tu as réussi dès la première année à avoir ton année de médecine du premier coup ou Ok. Ouais, j'ai eu ma première année du premier coup. Alors, je faisais pas tout ça en première année de médecine. D'autant plus, j'ai eu une année un peu compliquée. Mes parents ont divorcé, donc c'était une année un peu sportive pour moi. Mais j'ai attaqué vraiment, je te dis, j'ai fini ma première année de médecine, dernière épreuve du concours le vendredi. J'ai attaqué ma formation à Lyon, dans un institut qui s'appelle Psynaps, qui est le plus gros français, un des leaders européens même, à Lyon. Voilà. Le lendemain. Et donc là, tu achètes ce premier bien immobilier, tu as ton entreprise qui marche bien. Ouais. Après, tu te dis, ce premier bien immobilier, d'entrée, ça marche bien, belle opération, je vais enchaîner. Exactement, ouais. Dans les 2 mois après, je crois. J'ai enchaîné sur une deuxième opération. Je me suis associé avec mon papa, qui lui avait une vocation pas forcément entrepreneuriale, mais plus de préparer ses vieux jours. On avait envie de partager cette aventure-là ensemble. Lui avait fait un petit peu d'immobilier déjà de son côté. Il avait acheté 2-3 apparts. Je crois qu'il avait fait un programme Pinel, 2-3 trucs comme ça. Donc c'était des discussions de table que j'avais entendues un petit peu pendant les discussions de soirée à la maison quand j'étais petit. Et puis ensuite, on a acheté un deuxième, un troisième, on en a revendu un bout, on a acheté un premier immeuble, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis ça s'est fait comme ça petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, 8 ans plus tard, quoi. Et comment vous avez fait le switch de vous dire au début, j'achète quelques appartes pour augmenter un peu mes revenus, pour préparer la retraite de ton papa de ton côté, à j'achète plus de 100 biens immobiliers, donc où là, c'est carrément une grosse entreprise. Vraie entreprise. Alors, il n'y a pas eu de switch brutal, en fait, c'est que à partir du moment où tu as compris comment ça marche et que tu sais comment faire pour faire des opérations, que ce soit sur le plan bancaire, sur le plan de la rentabilité, sur le plan de trouver des bonnes affaires, en fait, tu aimes bien ça, c'est comme toute chose. En général, quand quelque chose, c'est une phrase de Bernard Tapie, je crois, te paye bien et qu'en plus, tu es plutôt bon là-dedans et que tu aimes bien le faire, tu continues de le faire. Et ça s'est fait comme ça petit à petit. Et on a structuré les choses après, à la fois sur le plan fiscal, à la fois sur le plan administratif. Puis sur le plan professionnel, aujourd'hui, on a une gestionnaire qui s'occupe de nos appartements en interne, on a un artisan en interne qui fait nos rénovations, comme une vraie boîte, quoi. Une petite boîte, mais une vraie boîte. Ok, génial. Très belle ref, Bernard Tapie. Assez controversé, mais j'aime bien, moi, le personnage. Donc, du coup, belle ref, je l'avais déjà entendu, celle-là. Avant d'entrer juste dans tout l'univers immobilier, parce que pas mal de questions là-dessus, de comment, justement, c'est quoi ces fameux mécanismes pour enchaîner les opérations. Quand on voit tout ça, on se dit que tu es quand même sur pas mal de points différents, la formation entrepreneuriale, l'immobilier, tu as tous ces éléments, et la médecine aussi. C'est quoi, toi, l'objectif à terme ? Est-ce que tu te vois vraiment plus médecin avant tout ? Est-ce que tu te vois plus
entrepreneur avant tout, c'est quoi vraiment l'objectif? Je me vois plus rien avant tout, parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des choses différentes, évoluer dans des matières différentes. Donc c'est la question qu'on me pose à chaque fois quasiment qu'on me rencontre, c'est est-ce que tu préfères faire plus ça ou plus ci? Mais en fait, j'ai pas de préférence, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer en termes de satisfaction et de valeur ce que c'est d'acheter un appartement, de le rénover et de mettre un locataire dedans, ou de prendre quelqu'un en charge aux urgences ou en cabinet de ville. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et moi, ce que j'aime justement dans ma vie à titre personnel, c'est faire des choses différentes et avoir des stimulations différentes et avoir surtout une stimulation intellectuelle qui a des points de convergence malgré tout. Quand tu vas visiter un bien immobilier, il y a une étape de diagnostic. Il y a une étape de compréhension de comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa rentabilité, comment est-ce qu'on fait pour mettre dehors le locataire s'il y a des impayés, en trouver un autre qui n'aura pas d'impayés. Et il y a ce même raisonnement-là, un peu clinique, j'ai envie de dire, dans la sphère médicale. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Ok. J'aime bien résoudre ces problèmes-là, j'aime bien me creuser la tête par rapport à la complexité, que ce soit sur le plan fiscal pour la partie immobilier, même chose pour la partie médicale. Donc c'est le challenge intellectuel avant tout, et tu ne te vois pas du tout arrêter la médecine, c'est Pas vraiment du tout, le non. truc... Non, pas du tout. C'est donc même si tu viens à faire beaucoup grossir la foncière, tu resteras aussi médecin à côté. Ouais, alors après je te dis ça aujourd'hui à l'instant bien T, sûr, en tout cas j'ai envie de faire les deux. Évidemment, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction de tout un tas de facteurs, mais aujourd'hui je suis heureux à faire les deux. Ouais. Et je serais moins heureux à n'en faire qu'un. Ah, c'est un bon équilibre entre les deux. Ouais, en tout cas j'ai trouvé mon bon équilibre comme ça. Ouais. Ok, génial. Maintenant, si on rentre vraiment du coup dans l'immobilier, je pense qu'il y en a plein qui doivent attendre ce moment parce que c'est assez mystérieux quand tu dis ça. J'ai réussi à enchaîner plus de 100 biens immobiliers en quelques années. T'as que 26 ans en étant interne en médecine. Ouais. Comment, là, tu as acheté ce premier bien immobilier. À partir de là, comment on fait concrètement pour pouvoir enchaîner les biens? Comment on fait pour que la banque nous suive? C'était quoi un peu la stratégie, vous, de votre côté? Alors, déjà, je pense que la ligne directrice qu'il faut avoir, c'est pas de chercher des biens qui s'adaptent à ta stratégie, c'est de trouver la meilleure stratégie pour les biens que tu trouves. C'est un raisonnement qui est complètement différent, qui est orienté bien et qui n'est pas orienté stratégie. Moi, quand je vais visiter un appartement ou un immeuble, je me dis pas, ah bah tiens, ma cible, c'est les immeubles de rapport de 2 ou 3 lots. Donc, comme moi, dans ma région, un immeuble de 2-3 appartements, tu le payes moins de 200 000 euros, hein, grosso modo. Moi, quand je vais visiter un bien, je me dis comment est-ce que je peux faire pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc, c'est un raisonnement qui est différent. Ça peut être des travaux, ça peut être de la division, ça peut être de l'achat simple, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire et l'opération, elle est déjà belle comme ça. Et ensuite, quand tu vas avoir un jeu de volume, ce qui va compter, c'est deux choses, le financement et le cash. Ok. Donc, il faut avoir une capacité d'endettement et il faut avoir du cash. Comment est-ce qu'on fait pour travailler les deux ? Sur le plan de la capacité d'endettement, dans toutes les banques, il y a ce qu'on appelle le scoring bancaire, qui est très connu aux États-Unis. Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. En France, on en parle beaucoup moins. Ouais. Toujours est-il que dans chacune des banques dans laquelle vous êtes client, vous êtes scoré. Alors, en fonction des banques, c'est pas toujours le même scoring, mais grosso merdo, c'est toujours les mêmes critères. Il y a des professions qui sont mieux scorées, d'autres moins bien scorées. Si tu te verses des dividendes, c'est moins bien scoré que de se verser du salaire. Si tu es en CDD, c'est moins bien scoré qu'en CDI. Et il y a tout un tas de paramètres où le but du jeu, quand tu veux scaler et en acheter beaucoup, il faut être orienté financement, il faut être orienté banque. Puisque le nerf de la guerre, c'est la banque. C'est la dette. C'est la dette, exactement. Et ça vient du fait que l'immobilier, c'est la meilleure façon pour s'enrichir quand on part de rien, entre guillemets. Quand je dis on part de rien, ça veut dire qu'on part avec un patrimoine qui est très restreint, qui est peut-être sa baraque, un peu d'épargne, 10-15 000 euros de côté. Tu places 15 000 euros de côté sur les marchés financiers. Si tu n'es pas trop mauvais, que tu surpasses un peu la S&P 500, tu vas faire 10% par an, grosso modo. Ça fait 1 500 euros par an. Avec 15 000 euros d'économie, si tu veux investir dans l'immobilier locatif avec l'effet de levier, tu vas pouvoir faire 100% par an. Parce qu'avec ces 15 000, grosso modo, avec un bien classique, dans ta capacité d'emprunt, et si tu as un bon scoring, tu empruntes 150. Les 150, pareil, tu les places à 10%. Mais 10% de 150, ça fait 15 000. Donc, tu as mis 15 000 sur la table et ça te rapporte 15 000 par année. Donc, ce qui fait qu'en termes de création de valeur et de création de patrimoine, c'est comme comparer la bicyclette et le TGV. Et les marchés financiers, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise classe d'actifs, mais c'est une bicyclette à côté de l'immobilier à effet de levier qui est un TGV. Quel aujourd'hui investissement, mis à part l'immobilier locatif à effet de levier, et j'insiste là-dessus, peut te rapporter 100% de ta mise de manière quasiment prédictible chaque année? Pas beaucoup.
Aucun. Aucun. Absolument aucun. Raison pour laquelle j'ai fait plus d'immobilier que d'autres choses, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est de faire grossir cette valorisation patrimoniale. Et grosso modo, le nombre de dominos qu'il y a sur ma tête, hein, grosso modo, c'est ça. Donc, premier point, la banque. Deuxième point, le cash. Forcément, le fait que je sois étudiant en médecine et qu'en plus j'ai mon entreprise à côté, mon cabinet de thérapie qui marche, et qu'en plus je me suis associé, sont 3 facteurs qui ont été déterminants. Aujourd'hui, si tu es 4 associés, tu fais plus de deals que si tu es tout seul. C'est mécanique. Tout simplement parce que la banque, elle raisonne pas en fonction de ta couleur de peau, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle raisonne de manière mathématique. Combien tu gagnes, combien tu veux emprunter et quel est le risque qui va peser sur ta tête en termes de garantie financière derrière si on te prête, et est-ce qu'à terme, tu peux devenir un bon client. C'est-à-dire que dans les banques, on est à la fois noté sur ce qu'on est aujourd'hui, mais on est aussi quelque part noté, et c'est pris en compte dans l'étude d'un dossier, de ce qu'on va devenir. Et évidemment, un mec aujourd'hui qui a 10 millions d'euros de portefeuille immobilier, une fois que tous ces crédits sont remboursés, c'est 10 millions d'euros de liquidité potentielle. Okay, et quand tu fais des crédits sur 15 ou sur 20 ans, c'est-à-dire que la banque, elle se dit, dans 20 ans, si on l'a aidé et qu'on a été en fait son premier investisseur, puisque une banque, pour un investisseur immobilier, c'est son investisseur. C'est comme de l'equity privé, sauf que là, c'est de l'equity bancaire, mais c'est la même chose. Et ça coûte en général moins cher en plus. Elle se dit que tu vas faire des placements, que tu vas ouvrir des comptes, que tu vas avoir des flux, que tu vas avoir des assurances. Et la banque, elle gagne de l'argent, pas avec le prêt immobilier, elle gagne de l'argent avec les produits financiers. Elle gagne de l'argent avec ce que tu vas mettre sur ton PEA, ton assurance vie, ton livret A, ton assurance voiture, l'alarme pour ta maison, ton forfait de téléphone. Et donc tout ça, c'est pris en compte aussi dans le calcul du scoring. Souvent, par exemple, on me pose la question, mais Tim, pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas un compte titre sur, je sais pas, Trade Republic, eToro ou quoi que ce soit? Tout simplement parce que la personne que je dois enrichir et que j'ai envie d'enrichir pour ma stratégie, c'est mon banquier. Parce que si je l'enrichis et si je lui permets d'acheter des meilleurs cadeaux de Noël à la fin de l'année, il va me prêter plus facilement de l'argent. Alors, des fois, ça ne marche pas toujours. Des fois, tu es dans une relation qui est inégale et c'est dans ce cas-là où tu peux changer de banque, changer de partenaire, changer de conseiller parce que ça ne matche plus. Et il faut arriver à travailler avec plusieurs personnes, se créer un réseau bancaire et être multibancarisé. Je pense que c'est une des clés pour continuer à progresser dans l'immobilier, avoir une fiscalité adaptée bien sûr et arriver à générer du cash. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, un jeune qui a 18 ans, qui sort du lycée, la première chose à lui dire, c'est développe un métier qui va te permettre de gagner de l'argent. Idéalement, si ça peut être un métier bien scoré, c'est encore mieux. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Ok. Par rapport à tout ça, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Yes. Déjà, quand tu as dit donc, l'importance vraiment des revenus, ouais. À ce moment-là, tu avais ton activité à côté, donc tu te versais un salaire, pas des dividendes directement, pour pouvoir justement... Exactement. Donc tu étais en URL, quelque chose comme ça. J'étais en auto-entreprise même. Auto-entreprise, au donc début, tu versais en des auto-entreprise et puis après en SARL. Ok, et vous avez créé une SCI directement ouais, avec... exact. Ouais. Okay, j'ai quasiment toujours investi via un véhicule civil type la SCI. Parce que c'est un véhicule plus adapté quand on achète à deux et c'est un véhicule plus adapté en termes de scoring parce qu'il n'apparaît pas sur notre déclaration d'impôt. Donc le calcul de l'endettement est différent en fonction de si c'est de l'endettement personnel ou professionnel. Il y a plein d'outils aussi qui permettent derrière de le relier à une holding, de faire circuler les flux avec des conventions de trésorerie. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec une société. Et de manière générale, le troisième nerf de la guerre après la banque, le cash, c'est la fiscalité. Ouais. Et l'impôt sur le revenu, il n'est pas optimisable ou quasiment pas optimisable. On parlera peut-être du LMNP qui, a priori, jusqu'à preuve du contraire, va disparaître dans les prochains mois, qui était une des voies d'optimisation. L'aller-retour en résidence principale en est une autre, alors qu'en société, on peut faire un petit peu plus de choses pour minimiser sa base imposable. Et de l'euro qu'on ne paye pas en impôt, c'est de l'euro qu'on peut réinjecter dans un deal. C'est hyper intéressant ton approche de dire que vraiment le nerf de la guerre en immobilier, c'est pas forcément aller trouver la meilleure affaire, etc. C'est l'endettement bancaire, c'est vraiment ce levier d'être bien vu par la banque pour enchaîner. Exactement. Et donc tu penses que pour une personne qui voudrait enchaîner comme toi, commencer en nom propre, c'est pas une bonne solution. Peut-être que si elle a vraiment beaucoup d'ambition, elle devrait directement avoir une structure du type SCI avec d'autres associés et être dans les bonnes grâces de la banque pour pouvoir enchaîner derrière. Ça dépend de son objectif. Si cette personne, elle veut devenir rentier de l'immobilier, ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire si cette personne, elle a un job et qu'elle se dit, moi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux gagner autant avec mon revenu foncier que mon salaire.
à ce moment-là, si on fait le calcul jusqu'au bout, et c'est des mathématiques encore une fois, elle aura un meilleur intérêt d'acheter en perso que via une société. Ouais. Si par contre, son objectif, c'est de se dire, moi j'ai un travail qui me plaît, qui est peut-être pas passionnant, mais qui me plaît, moi mon objectif, c'est de petit à petit créer un capital pour ma retraite, payer les pattes de mes parents et les études de mes enfants. Donc j'en aurai besoin dans 5, 10, 15, 20 ans. Alors à ce moment-là, en termes de calcul, ça vaut plus le coup de passer par un véhicule de société, une SCI, qui est celle qui a le meilleur scoring parce que c'est une société civile, qui par définition fait qu'on est caution ad vitam aeternam et peu importe la hauteur de ses parts. Hein. C'est-à-dire que si tu es associé dans une SCI avec un pote à toi, que le deal se passe pas bien, les loyers rentrent plus, il faut quand même payer le crédit, tu as 50% des parts, et ton pote il veut pas payer, bah, tu dois payer pour lui. C'est ce qu'on appelle la caution solidaire. Et le principe même d'une société civile, c'est qu'on peut aller chercher tout ton patrimoine civil. Donc, ce qui veut dire que pour la banque, entre une SAS commerciale et une SCI, elle préférera toujours prêter à une SCI qu'à une SAS, dans 95% des cas. Parce que si la SCI fait défaut sur la dette et qu'il faut aller récupérer de l'argent avec un organisme de recouvrement X ou Y, on pourra prendre ta maison, tes chaussures, tes vêtements, tout quoi. Ok. Et à partir de là, donc, première SCI, vous la créez. Ouais. Vous commencez à enchaîner les biens. Et puis ensuite, la stratégie, c'est de se dire, j'imagine, à partir du moment où vous arrivez autour du plafond des 42 500 € de bénéfices et que vous devez payer 25% d'IS, vous en créez une nouvelle, vous enchaînez comme ça ? Non, pas du tout. Ok. On n'a pas du tout travaillé comme ça. Nous, on a réfléchi déjà parce que payer de l'IS à un taux de 25% quand on fait de l'immobilier, ça n'arrive pas tout de suite. Ouais. Notamment grâce au déficit foncier, au fait que nous, on joue sur le fait qu'on déduit une grande partie des revenus qui émanent du bien. Ouais. On peut penser aux frais de notaire, on peut penser aux travaux, mais tout simplement à l'amortissement du bien, pour le cas d'une SCI à l'IS, bien sûr. De l'impôt, on ne le paye pas tout de suite. Et on a même une stratégie où on se met à vendre un bien à partir du moment où il nous fait payer de l'IS. Malgré l'amortissement, que les amortissements sont réintégrés, etc. Et exactement. Parce qu'à partir du moment où, ça y est, il commence à devenir un poids fiscal pour nous, alors à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'arbitrer, d'encaisser le stock qui est à l'intérieur et de repartir sur autre chose pour refaire de la déduction fiscale. Donc c'est un jeu après de chaises musicales. La stratégie que j'ai décidé d'utiliser, qui m'a été confiée par plusieurs banquiers, en fin de compte, avec lesquels j'ai bossé, c'est non pas de faire une SCI par bien et encore moins une SCI pour pas déplacer ce plafond, mais c'est une SCI par banque. Ce que déteste un banquier, c'est partager le même gâteau qu'un autre banquier. Ça, ils ont horreur de ça. Donc ce qui fait que si tu crées la SCI M, je dis n'importe quoi, et que tu as la SCI X, à ce moment-là, il vaut mieux les mettre dans 2 banques différentes pour travailler avec 2 conseillers différents, avoir des comptes bancaires différents, avoir des bilans différents et séparer les différentes activités au sein de chaque banque. C'est-à-dire que nous, on travaille aujourd'hui avec 6 ou 7 banques différentes. Mis à part exception, dans chacune d'entre elles, on a une SCI par banque. Ok. Et du coup, vous avez chacun une holding au-dessus de ça qui... on a une holding commune même, pour le coup. Holding commune. Ok. Et après, en perso, vous détenez des parts directement. Tu n'as fait aucun lien avec tes sociétés type formation, etc. Si, nous, tout est réuni au sein d'une même holding. C'est un groupe d'entreprises. Ok, c'est un groupe d'entreprises. Pour ce qui est de l'immobilier en tant que tel, le mieux, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la banque préférera ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, un banquier qui va te prêter 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, au bout d'un moment, il va te dire, écoutez, ça commence à faire beaucoup pour nous. Donc peut-être consulter un de nos concurrents parce que nous, en termes d'engagement, on est au plafond. Un encours maximal par tête. Exactement. Et qui n'est pas toujours globalisé. C'est-à-dire que même si la banque, elle va regarder, si tu es chez la BNP Paribas, elle va regarder les crédits que tu as au Crédit Mutuel, mais elle ne les prend pas en compte de la même manière si jamais ces mêmes crédits, tu les avais chez BNP Paribas. Le calcul, la pondération n'est pas la même. Donc il peut y avoir intérêt à changer de banque au bout d'un moment. Il y a un intérêt fondamental à changer de banque, ouais. Ok. Après, quand même, quand on dit tout ça, pour enchaîner les opérations, il faut qu'à un moment, la banque, elle te fasse confiance aussi. Oui. Et que du coup, tu montres que ta dernière opération, je l'ai faite, ça m'a dégagé un revenu supplémentaire, je ne perds pas d'argent en investissant, j'ai un cash flow. Comment tu fais pour trouver des opérations qui te permettent toujours d'avoir un bénéfice à la fin du mois et de ne pas être en perte, justement ? T'en cherches beaucoup. Je pense que déjà, c'est la clé. Moi, pour te donner un ordre d'idée, quand je fais une opération qui va jusqu'au bout, en général, j'ai fait au moins 20 visites. J'ai screené entre 40 et 50 annonces et j'ai fait peut-être 5 ou 6 offres. Il y en a une qui va au bout. Donc,
la vérité sur comment trouver une bonne affaire, c'est de l'humain et du travail. Il n'y a pas de mystère autre que ça. Il n'y a pas besoin de faire partie d'une secte ou je ne sais quoi dans la vie dans laquelle vous évoluez. C'est uniquement faire de la prospection, avoir son carnet d'adresses, entretenir son carnet d'adresses. Et c'est un vrai métier d'inviter un agent immobilier à manger, de créer une relation humaine et sincère avec lui, et pas uniquement pour aller lui tirer des biens rentables, et de prospecter comme un commercial en fait. Nous, aujourd'hui, on a un dossier de suivi où on a tous nos apporteurs d'affaires, et régulièrement, sur ce dossier, on marque si ça fait 15 jours qu'on n'a pas eu de nouvelles, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus de 3 mois. Si je vois qu'il y a des apporteurs d'affaires où ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas échangé avec eux, qui ne m'ont pas envoyé de deal, etc., j'ai un mail automatique qui part. Donc aujourd'hui, 100% de tes deals, c'est clairement du off-market. C'est plus du on-market. Non, ça peut être du on-market aussi, encore les deux. Toujours Ouais, les deux. D'accord. Les deux. Et il y a une vraie équipe qui travaille pour vous pour essayer aussi d'aller sourcer ces biens ou pas Non, du tout. Non, on travaille vraiment, nous, en direct. Ok, d'accord. Donc la vraie équipe, c'est moi, c'est ma femme qui travaille avec moi et les apporteurs d'affaires avec lesquels on travaille, qui savent qu'on est sérieux, qui savent que quand on dit qu'on y va, on y va. Et puis qui ont surtout créé une relation humaine et sincère avec nous. Je pense que la base du monde des affaires, qui est différent du monde entrepreneurial malgré tout, qui est la possession, la vente, la détention d'actifs, c'est avant tout une affaire d'humain, je pense. Aussi, ouais. Ok. Et au fur et à mesure de tout ce développement, par exemple, tu as parlé tout à l'heure de division, optimiser un bien, les travaux, je suppose que toujours tu les délègues, tu t'en occupes pas toi-même. Comment ça tu dépend. fais pour... tu t'en occupes aussi toi-même ? Ouais, ça arrive, ouais. Tu arrives à trouver un créneau pour tout ça je fais souvent la démolition, par exemple, moi-même. D'accord, ok. Donc tu avais des non. compétences aussi pour les travaux dès le début ou tu t'es formé sur ça ? Avec YouTube, on peut avoir des compétences pour tout, je pense. Poser du parquet, mettre de la toile de verre ou donc passer un coup de peinture. Tuto poser parquet sur... Par exemple, ouais, Okay. où j'ai appris avec mes beaux-parents, j'ai appris avec mes parents. Enfin voilà, sur le tas, je suis allé avec des artisans sur des chantiers pour apprendre à comment fonctionne l'électricité. Mais effectivement, aujourd'hui, avec YouTube, tu as accès à tout. Donc, je pense que tout le monde sait poser du parquet à partir du moment où tu as envie de poser du parquet, quoi. Et comment on gère autant de biens immobiliers ? Parce qu'il y a forcément des choses, de l'entretien, etc. Est-ce que vous avez tout délégué aujourd'hui ? Non, on a tout internalisé surtout. Donc, moi, c'est ma compagne qui s'occupe de toute la gestion locative de nos biens, ouais. En essayant d'automatiser le maximum de choses. Mais voilà, c'est un boulot. Ça lui prend 4 à 5 jours par semaine. Ok, pour tout gérer. Ouais, gérer l'administratif, la comptabilité, la finance. Et donc, je comprends qu'il y a une vraie volonté de garder tout ça au sein de la famille et exact. de ne pas commencer à externaliser et d'embaucher des personnes et grossir de cette façon-là. C'est pas vraiment d'embaucher des personnes. Je pense que j'ai une légère déformation professionnelle de par le fait que je signe quand même pas mal d'arrêts de travail par jour. Donc j'ai une confiance assez modeste dans le fait d'avoir des salariés de manière générale. Et j'ai beaucoup de copains qui sont entrepreneurs. Et grosso modo, quand tu leur poses la question, qu'est-ce qui vient mettre vraiment de la merde dans ta vie au quotidien ? En général, c'est les salariés. Donc c'est vrai que moi, je préfère faire moins, peut-être avoir une taille plus modeste. Aujourd'hui, je pourrais, avec la communauté que j'avais, lever des millions d'euros sur YouTube, acheter des biens partout en France, salarier des chasseurs immobiliers, etc. C'est pas du tout mon objectif parce que moi, je suis assez solitaire. Moi, je suis vraiment heureux chez moi, dans mon château, dans mon bureau, où j'entends ma petite fille qui joue au rez-de-chaussée et où vraiment je peux être 100% focus et 100% efficace. C'est vraiment mon modèle, qui est le modèle d'une profession libérale, 100%. Ça me parle beaucoup plus et c'est beaucoup plus confortable pour moi que d'avoir une équipe de 10, 15, 20, 30 personnes. Je sais pas, une grosse agence immobilière, une boîte de promotion, peu importe. Je te rejoins parfaitement sur ça parce que je suis un peu dans la même philosophie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore quelques années, pour être un peu un entrepreneur à succès, il fallait dire j'ai une équipe de 30 personnes, on est maintenant 40 personnes. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, ils ont expérimenté ça et ils préfèrent justement aller sur des business où c'est plus eux, ils gèrent eux-mêmes. Et bien sûr. Bien sûr, et je pense que c'est lié au problème des ressources humaines de manière générale en France. Je ne sais pas si c'est partout ailleurs. Mais tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je mange avec un ami à moi qui possède un magasin de jeux vidéo dans ma ville. Et j'arrive dans le magasin le matin. Il me dit je suis arrivé à 8h ce matin parce que mon salarié n'est pas venu. Il m'a envoyé un message à 8h30 en me disant je ne serai pas là aujourd'hui. Pas de motif, pas de justification. Et donc, tu es obligé de venir dans le magasin où tu n'étais pas censé être. Il était censé être ailleurs, être dans des tâches là où il est plus performant. Et il est obligé de venir tenir la boutique parce que le mec a décidé qu'aujourd'hui, il venait pas. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tu ne peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire.
Le mec, il va chez un toubib, il arrive à avoir, pour raison X ou Y, un arrêt de travail de 15 jours. Après, tu le vois sur Instagram, il est en fait en vacances dans le sud de la France en train de faire la fête. Et moi, c'est des choses vraies que j'ai vécues. Et tout ça fait que, je pense, et il me semble qu'il y a un mec qui s'appelle Tugan Barra sur les réseaux sociaux qui le dit très bien. Il dit, un bon business, c'est low cost, low human, low complexity. Et je pense que c'est très vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est un grand confort de vie. Ouais, pour le confort en tout cas, et pouvoir scaler sans devoir justement passer par toujours plus de personnes à gérer, toujours plus de choses. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de barrières, comme tu le dis, avec l'humain, etc. Quand tu es investisseur aujourd'hui aussi en France, la fiscalité, on sait qu'elle peut beaucoup évoluer. Par exemple, le gouvernement n'est pas super favorable aux investisseurs de ce type, on va dire, dans le développement. C'est clair. Toi, est-ce que tu penses est-ce que ça te fait peur tout ça ? Est-ce que tu penses que la fiscalité pourrait encore évoluer péjorativement et un jour être un véritable frein pour vous ? Ou est-ce que tu es vraiment en mode je m'adapte au fur et à mesure et on verra ? Je suis dans une stratégie où je m'adapte parce que je me sens bien chez moi et que je suis très chauvin et que j'aime bien le bon pinard, un bon saucisson et puis un bon gueuleton à la bourguignon, comme on dit. Donc moi, j'ai pas du tout vocation ou envie d'aller ailleurs. Maintenant, je pense que le métier même d'un investisseur, tout comme d'un entrepreneur ou de n'importe quelle personne qui entreprend des choses, c'est la capacité d'adaptation. Et peut-être qu'il y aura un jour où il y aura plus de solutions pour continuer à créer du patrimoine, à créer de la richesse. Chez nous, je pense que ce jour n'est pas arrivé. Je pense qu'effectivement, on a un ciel plus sombre qui arrive. En tout cas, c'est ma conviction. Donc je pense qu'il faut être prêt, qu'il va y avoir des choses qui vont changer en termes de fiscalité. On a eu la politique générale de notre nouveau Premier ministre récemment qui parlait justement de taxer un petit peu plus les ultra-profits, mais pas que. Et on sait que quand on taxe les très grosses entreprises, en fait, les perdants, c'est la classe moyenne. Hein, de manière générale, il y a beaucoup d'études économiques qui vont dans ce sens-là. Mais j'ai espoir. Toujours l'espoir sur la France. Et tu n'as jamais pensé à investir à l'étranger, par exemple, Non. au fur et à mesure de ton développement ? Bon, j'y ai déjà pensé, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu plus que ça, ni l'occasion, ni l'envie de m'y pencher. Ça marche bien en France, autant continuer en France. Bon, c'est ça. De toute façon, c'est là où je vis. Je pense que l'immobilier, plus que toute autre matière en termes de patrimoine, c'est un sport local. Ouais. Je pense qu'un très bon investisseur immobilier, il peut pas faire des deals à Lille, à Cannes, à Paris et à Rennes en même temps. Mis à part si c'est vraiment son job à temps plein et qui bosse quand même vraiment beaucoup et qui a une grande capacité à faire du réseau, beaucoup d'expérience, dans la majorité des cas, c'est un sport local. Donc ce qui fait que moi, demain, tu me demandes de faire un deal immobilier à Rennes, je ne pourrais pas faire les rendements et les chiffres que je fais chez moi en Bourgogne parce que je n'ai pas le réseau, je ne connais pas les quartiers, je ne sais pas où est-ce que les gens ont envie d'habiter, je ne sais pas quelle ville est en développement économique, quelle ville l'est moins, est-ce qu'on cherche des petites surfaces, des grandes surfaces. Et tout ça, c'est un vrai travail d'étude de marché qui vient non seulement par une certaine technicité, hein, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais qui vient aussi du fait que tu vis sur place. Donc tu vois, moi je soigne les gens sur place, je bois des cafés dans les cafés locaux de ma ville, donc forcément ça permet d'avoir des opportunités que je ne peux pas avoir à l'autre bout de la France. C'est pas possible. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça vient vraiment en opposition avec ce que beaucoup de gens pensent. Par exemple, je vois souvent des personnes qui demandent c'est quoi les meilleures villes où investir en France, alors que toi tu recommandes plutôt justement d'avoir sa zone de prédilection. Exactement. Et de la connaître par cœur et de faire son réseau dessus. Exactement. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que les gens pensent qu'on doit trouver un bien adapté à sa stratégie et non pas la meilleure stratégie pour le bien qui est en face de soi. Je pense qu'il faut être orienté bien plus qu'orienté stratégie. Question de perspective au final. Question de perspective. Ok, maintenant si on parle juste un autre petit point, tu l'as abordé tout à l'heure, en ce moment c'est hyper d'actualité, même ce matin ils en parlaient encore, sur le projet de loi finance, donc, ils annoncent qu'effectivement le LMNP, il pourrait y avoir des grosses modifications plutôt négatives pour ce statut. Donc en l'occurrence, ça serait potentiellement que les amortissements seraient réintégrés, tout comme avec la SCIS. Donc est-ce que tu penses que le LMNP, ça serait toujours aussi avantageux pour quelqu'un qui veut se lancer en nom propre, ou est-ce que ça va commencer à perdre son intérêt au fur et à mesure ? Ah bah c'est sûr que si on réintègre les amortissements, ça perd son intérêt. Ça devient l'équivalent d'un régime réel ou d'une SCI à l'IS, hormis que c'est pas un véhicule sociétal, mais que c'est un véhicule de détention en perso d'un bien immobilier. Mais évidemment, la niche fiscale du loueur meublé non professionnel, c'est le fait que tu peux amortir ton bien et que tu réintègres pas cet amortissement dans le calcul de la plus-value. C'est ça la beauté du truc. À titre personnel, j'ai un bien en LMNP, qui est ma résidence principale que j'ai mis en location après avoir déménagé. Donc l'impact sur moi à titre perso va être assez faible.
mais je pense que sur beaucoup d'investisseurs immobiliers, effectivement, ça va clairement changer la donne. Ah, Entre ça, les restrictions très fortes autour de la location courte durée et du Airbnb, tout ça, ça annonce des jours différents, en tout cas pour l'immobilier français. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que du coup l'immobilier va devoir se professionnaliser parce que justement les investissements en société, etc. deviendront les plus fructueux? Professionnaliser, je sais pas, parce que au final, moi j'ai acheté beaucoup de biens immobiliers, mais on peut tout à fait préparer sa retraite en achetant que 3 ou 4. Donc est-ce que c'est une obligation de se professionnaliser pour continuer à faire de l'immobilier rentable? Je pense pas. Je pense que même quand on paye de l'impôt sur de la plus-value, on paye de l'impôt sur quelque chose qu'on gagne, qu'on n'a potentiellement pas payé parce que c'est notre locataire qui a payé notre mensualité de crédit. Donc avant de retomber à un taux de rentabilité qui va être similaire à une assurance vie, un compte à terme ou ce qu'on peut faire sur un PEA qui tourne bien, il y a encore un gap. Et imaginons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui nous écoute, elle a pour l'instant 0 bien immobilier, Ouais. elle aimerait se lancer, elle aurait un peu la même optique que toi d'enchaîner les biens. Il y a une époque où il y avait des taux qui étaient bas, où il y avait peut-être pas encore toutes ces restrictions fiscales, etc. Entre-temps, du coup, les taux ont augmenté, peut-être le coût des travaux aussi a augmenté. Il y a eu les recommandations HCSF qui font que peut-être c'est un peu plus dur aussi d'emprunter. Il y a tout ça sur la fiscalité. Tu penses que c'est encore possible de faire tout ça aujourd'hui si quelqu'un se lance de zéro? Bien sûr. Bien sûr, enfin, moi je le vois au quotidien parce que j'ai des dizaines de personnes qui m'écrivent tous les jours en me disant ouais, ça y est, je viens d'obtenir mon crédit, j'ai trouvé mon bien, etc. Je pense que la vraie qualité d'un investisseur et d'un entrepreneur, c'est le fait de s'adapter au jeu du Monopoly. Les règles changent, elles vont changer, elles continueront de changer et partout dans le monde. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, à Dubaï, tu n'avais pas d'impôts. Maintenant, ça y est, les impôts arrivent. On commence à parler TVA. Donc, les règles, elles changent tout le temps et le but du jeu, c'est de s'adapter à ces règles et de faire la meilleure combinaison possible. Dans tous les cas, ce qui doit primer, c'est les objectifs de la personne et les mathématiques. Il n'y a rien d'autre qui doit rentrer en ligne de mire. La politique, les croyances, etc., etc. Ça ne doit pas rentrer en ligne de calcul. C'est quel est ton taux de rentabilité, combien ça te dégage de bénéfices patrimoniaux par mois. Et il n'y a que ça qui permet de comparer des actifs numériques comme une crypto-monnaie à de l'immobilier à un actif financier comme une action avec des dividendes, par exemple. Et en fait, si tu veux, c'est ça qui doit rester le raisonnement même d'un investisseur. C'est pas au doigt mouillé, je pense qu'il faut aller par-ci, je pense qu'il faut aller par-là. C'est mathématiquement, qu'est-ce qui fait que je vais plus dans cette direction que dans une autre? Moi, aujourd'hui, 95% de mon focus est sur la matière de l'immobilier. Peut-être que dans 5 ans, ce sera sur la matière boursière. Peut-être que dans 10 ans, je ferai du rachat d'entreprises en faillite. Tu vois, j'en sais rien. Et chaque période a eu son moment de gloire. Les années 80, c'était l'époque où on faisait beaucoup de rachats d'entreprises en faillite. On parlait de Bernard Tapie tout à l'heure. C'est quelque chose qui fonctionne peut-être moins ou différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une vraie période où l'immobilier était super. Ça commence à se complexifier un petit peu plus, donc ça va basculer sur autre chose. Dans tous les cas, l'argent ne s'évapore pas. Il ne disparaît pas, il reste dans le système, donc il faut juste aller là où c'est le plus facile de gagner. Je suis totalement d'accord sur cette approche de rester sur les fondamentaux. Et là où Oui. je peux faire le parallèle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple en bourse, ils me disent souvent, je reçois les questions, est-ce que c'est le moment d'investir avec les élections américaines, avec un crash qui pourrait arriver? Alors que la vraie question, c'est sur les fondamentaux, si tu investis sur 20 ans, est-ce que tu penses que la bourse dans 20 ans sera plus haute qu'aujourd'hui? Oui. A priori, si l'économie continue de croître, oui. Donc est-ce que c'est le moment d'investir? On dit souvent le meilleur moment pour investir, c'était hier, le second meilleur, c'est aujourd'hui. Exactement. Complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si on parle de bourse ou autre type de placement, on a compris que tu étais quand même très orienté IMO avant tout, Ouais. et que c'est ton investissement favori. Mais est-ce que quand même tu diversifies? Je suppose que oui, dans Bien d'autres sûr. types de placements. Et si oui, lesquels? Alors déjà, c'est obligatoire de diversifier parce qu'au bout d'un moment, la banque, surtout quand on travaille sur un mode professionnel, elle va regarder des paramètres qu'elle ne regarde pas chez monsieur et madame tout le monde. Par exemple, moi, la banque, souvent, elle va me demander mon taux de liquidité. C'est-à-dire, OK, monsieur Moreau, vous avez grosso modo un parc de 11 millions d'euros, qui est à peu près la valeur actuelle. Sur les 11 millions d'euros bruts, combien vous avez de crédit à rembourser? Et sur ces 11 millions d'euros, combien vous avez de liquidités disponibles? Donc forcément, ces liquidités, ce n'est pas de l'argent qui est stocké sur mon matelas. C'est de l'argent qui va être sur des comptes à terme, qui va être sur des comptes titres pour notre société. Et il faut avoir ce raisonnement que, encore une fois, la banque, elle ne gagne pas d'argent avec l'immobilier ou très très peu. Quasiment pas. Elle gagne de l'argent avec les placements financiers, avec les assurances, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, c'est une obligation, je pense, quand on veut continuer à faire de l'immobilier, de faire toutes les autres catégories d'actifs. Ça peut être des actifs numériques comme les cryptos, mais qui ne sont pas trop à la mode pour les banquiers de manière générale, mais qui peuvent avoir des taux de rentabilité qui sont super. Ça peut être tout simplement de la bourse, des actions à dividendes, des obligations, des matières premières, acheter un peu d'or, le stocker en Suisse. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Le but du jeu étant toujours de trouver la meilleure combinaison qui permette d'atteindre ton objectif principal. Si ton objectif principal, c'est que moi, je me sens bien quand je sais que j'ai 24 mois d'avance d'économie mobilisable, dans ce cas-là, fais en sorte d'arriver à avoir ce capital-là. Si ton objectif principal, c'est de lever de la dette bancaire pour faire des projets immobiliers, alors à ce moment-là, adapte-toi aux règles que le banquier va te donner. Et d'ailleurs, souvent, la banque va le dire. Moi, ça m'est arrivé que le banquier me dise, écoutez, là, on peut vous suivre, mais est-ce que vous pouvez transférer un petit peu d'épargne chez nous ? Est-ce que vous êtes prêt à jouer sur vos comptes professionnels, sur vos comptes perso ? Est-ce que vous avez des assurances ? Est-ce que vous avez un TPE ? Etc. etc. Donc, je pense qu'il faut s'adapter en fonction de son objectif, tout simplement. Donc, apporter toujours des contreparties en fonction de l'objectif. C'est marrant. C'est du commerce, hein. Ouais, avec la banque, c'est toujours du coup la négociation. J'apporte ça, tu me donnes ça. Exactement. Ok, d'accord. C'est du commerce. Et est-ce que tu as déjà fait des synergies du type, par exemple, le crédit Lombard en utilisant ouais, tout à fait. placements, etc. Crédit Lombard, levée d'hypothèque partielle contre un placement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, qui sont des mécanismes un peu plus complexes, que je recommanderais peut-être pas à quelqu'un qui se lance. Mais effectivement, le crédit Lombard, aujourd'hui, c'est par les grandes fortunes françaises, c'est le principal mode de financement d'une opération. Aujourd'hui, si un Bernard Arnault il rentre dans un local aux Champs-Élysées et qui dit « Ok, vous en voulez combien ? 100 millions, c'est bon, je le prends », c'est parce qu'il sait derrière qu'il va pouvoir faire du crédit Lombard, parce qu'il a 100 millions de liquidités, il peut dégager ces 100 millions-là et tout de suite acheter le bien, et il sait qu'ensuite, il attend de refaire un financement classique, amortissable, etc. etc. Donc, c'est un gros levier, c'est plus c'est un énorme levier. Quoi. Plus j'ai emprunté. Mais de manière générale, plus on a de capital, plus on peut faire de choses avec ce capital. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, on peut se cramer les ailes en jouant sur ce tableau de l'endettement, toujours plus d'endettement. Par exemple, on voit des histoires comme Donald Trump qui a beaucoup joué sur l'endettement et qui est passé très très limite à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un moment où ça ne peut pas se retourner contre nous si on met trop de dettes sur notre dos pour essayer de toujours devenir plus gros ? Si, c'est toujours une question de risque, en fait, si tu veux, et une question de balance. Là où Donald Trump a eu de chaud aux ailes, c'est justement qu'il avait beaucoup de dettes avec des liquidités assez faibles, qui étaient déjà gargantuesques, on va pas se mentir, mais qui étaient assez faibles par rapport à la dette qu'il a mobilisée, plus une période économique qui était la sienne, plus une catégorie d'actifs qui était pour le coup les casinos qui étaient la sienne également, qui étaient particuliers. Donc au final, si tu réfléchis, son business reposait plus sur une stratégie commerciale qu'une stratégie patrimoniale. On va dire que lui, sa stratégie, c'était je crée un bâtiment, ça me fait du bâti et à l'intérieur, je fais un business. Mais c'est plus un businessman qu'un investisseur, Donald Trump, si tu regardes bien. Ouais. Et d'ailleurs, son père était promoteur, lui-même est plus promoteur qu'investisseur. Et c'est deux métiers qui sont complètement différents. Créer des actifs et acheter des actifs, c'est pas le même métier. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, mon métier, c'est pas de créer des actifs, c'est de les acheter, de les repérer, de les bonifier et de les revendre en générant une plus-value le jour où je les revends. C'est pas la même chose que de construire un immeuble. Moi, je construis pas d'immeuble. Donc, c'est des métiers qui sont différents et je pense que chacun d'entre eux doit être mesuré en fonction du risque et du bénéfice que tu engages. Ok, super. Et par rapport à tout ça, là, aujourd'hui, plus d'une centaine de biens, plusieurs SCI, c'est bien structuré, etc. Est-ce qu'il y a un objectif en termes de biens? Est-ce qu'il y a un objectif en termes de montant? Est-ce que vous voulez toujours devenir plus gros à l'infini? C'est quoi un peu la vision? On a des objectifs qui sont larges. Aujourd'hui, on aime bien travailler sur des projets médico-sociaux qui nous permettent de faire un pont. Entre les deux? Ouais, un pont entre les deux. Donc typiquement, des projets qui me feraient super kiffer, c'est de faire une maison de retraite, une clinique, une résidence pour femmes victimes de violences, des résidences pour accueillir des associations médico-sociales. C'est des choses qui me plaisent pas mal parce que ça fait un pont entre le fait de servir un petit peu son prochain et en même temps de faire des belles opérations immobilières. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Mais aujourd'hui, ce qui va nous guider vraiment en termes d'objectifs à titre personnel, c'est de faire grossir la valeur patrimoniale de notre parc en allant non pas encore une fois avec une stratégie en disant nous ce qu'on veut c'est faire de la maison de retraite, donc notre cible c'est des immeubles avec plus de 25 lots et on fait des résidences à l'intérieur. Non, l'idée c'est on a des opportunités et on saute de pont en pont sur différentes opportunités. Je pense que c'est ça qui permet de garder une belle flexibilité, d'être mobile dans ces investissements. Donc difficile de te donner un objectif. Ouais, évidemment, mon objectif d'avoir 500 lots, 1000 lots, 1500 lots et que derrière mes enfants puissent eux les faire passer de 1500 à 3000, de 3000 à 10 000. L'objectif, c'est la création de patrimoine. Ok, donc rien qu'avec ça aussi, j'ai une partie de la réponse parce que je me demandais, quand tu arrives à un certain stade comme ça de plus de 100 biens, je suppose que tu peux commencer à même prétendre à revendre tout ton parc immobilier à des fonds d'investissement et que peut-être ça aurait pu être l'objectif à un moment. Bien sûr, de faire un exit, c'est une possibilité. Alors, on pourrait faire un exit complet et vendre l'ensemble de la foncière. Aujourd'hui, nous, on a un parc qui est à peu près à 11% de rentabilité brute.
des SCPI nous achètent à 6-7, grosso modo. Donc, il y a une énorme marge à faire de plusieurs millions d'euros si on décidait de tout vendre. Mais voilà, moi, je ne l'ai jamais fait pour ça. Je n'ai pas du tout envie de vendre. On arbitre régulièrement. Moi, ce que j'aime, c'est détenir. Et c'est ça que je trouve être une vraie sécurité. Ça n'a jamais été mon modèle un peu start-up de dire je bosse. Et un jour, je fais mon exit. Puis après, je pars ailleurs sous les cocotiers et je fais autre chose. Vous avez déjà reçu des propositions de SCPI Ouais, ça m'est arrivé une fois. Une SCPI qui m'a contacté, qui m'a fait une offre de rachat. Et ça fait même pas un peu hésiter quand tu as vu tous les millions Non, parce que franchement, c'est pas du tout mon objectif. Et puis moi, ce que j'aime, c'est détenir du parc. Ouais. C'est vraiment ça qui me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai horreur de vendre. C'est pour ça que je vends jamais moi-même. À chaque fois, je passe par des agences parce que je déteste ça. J'aime pas du tout ce rôle-là et je suis pas bon là-dedans. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accumulation de richesses. Donc j'ai pas vertu, hormis si demain c'est la guerre civile en France et qu'il faut partir. Bah là, je serais obligé de liquider mon parc et de partir ailleurs et avec ce capital de faire autre chose. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ok, c'est vraiment hyper intéressant. Ce que je te propose maintenant, si ça te va, c'est qu'on fasse un petit jeu ensemble. Juste, je vais te dire des événements. Ok. Et toi, il faut que sur une échelle de 1 à 10, tu m'estimes la probabilité, selon toi, que cet événement arrive. Ok. Qui pourrait arriver un jour. 10 sur 10, c'est ça va se passer. 10 sur 0 sur 10, c'est impossible. Impossible pour toi que ça se passe. Ok. Bien sûr, ton opinion personnelle par rapport à ça. Le Bitcoin est à $1 million. 5. 5 sur 10. Ouais. Donc assez, pour ça, équilibré, tu penses 50-50. Mitigé, ouais. Je pense que pour avoir un Bitcoin à $1 million, il faudrait qu'il y ait une vraie application concrète qui soit partagée par beaucoup de gens. Alors même si la blockchain est aujourd'hui une application concrète partagée par beaucoup de gens, je pense qu'il y a encore trop de gens trop puissants qui ont un intérêt défavorable à ce que ce soit le cas. Je pense notamment aux États. D'accord. Tu penses pas que, par exemple, donc toi, tu crois pas, quand on voit Donald Trump qui se met comme un pro-crypto, etc., que c'est vraiment juste des promesses électorales et que ça pourrait pas être vraiment l'enclenchement de... Je pense que c'est plus du marketing qu'une vraie stratégie long terme, ouais. Ouais, c'est possible. Ok. Maintenant, deuxième événement, t'estimeras combien la probabilité un jour Timothée est milliardaire? Milliardaire, 3. 3? Ok. Ouais, 3, 2. Milliardaire, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Milliardaire, c'est vraiment beaucoup. Moi, il y a pas longtemps, je suis passé dans un podcast et on m'a dit un peu c'était quoi ton objectif, tu devais le résumer en une phrase. Et spontanément, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée et je pense qu'il y a un bon résumé. C'est que moi, mon rêve, c'est d'être le grand-père de Batman. Et au moment où j'ai dit ça, les gens avec qui j'étais m'ont regardé avec des grands yeux. Pas parce Batman, que le grand-père de Batman. Le grand-père de Batman. Okay. Déjà parce que je pense pas avoir l'assise et l'énergie et les compétences et la motivation pour être Batman. Je pense que je suis pas assez fort. Je pense que d'être le père de Batman, c'est chaud aussi. Par contre, je pense peut-être pouvoir être le grand-père de Batman. Ouais. Je sais pas si c'est une histoire que tu connais. Voilà, c'est une histoire qui est assez incroyable de Bruce Wayne, donc, qui est le Batman, entre guillemets. Ouais. Son père était médecin, qui a hérité d'une entreprise lui-même de son papa, qui était un industriel, et qui a créé petit à petit ce capital. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, ce qui me ferait super plaisir, c'est d'arriver à 40 ans, entre 40 et 45, grosso modo, mes enfants vont atteindre la majorité, et que moi, j'ai atteint, je sais pas, peut-être 500 lots, je dis n'importe quoi, et qu'eux décident derrière de reprendre un peu ce patrimoine-là et d'en atteindre 1000, et qu'eux-mêmes, avec leurs enfants, en atteignent 1500. Moi, c'est vraiment ça ma ligne de conduite. Poser la première pierre à l'édifice de quelque chose de très grand potentiellement. Exactement. Plus tard. Okay. Exactement. D'accord, pour pouvoir donner ce levier. Et milliardaire, c'est vrai que c'est énormément d'argent. Tu penses que, par exemple, en fait, avec l'immobilier, ça ne serait-ce que possible d'arriver à 1 milliard? Ou est-ce qu'il faudrait que tu ailles sur d'autres types de business à un moment? C'est possible. Je pense que le business qu'il faudrait que j'abandonne, c'est la médecine, surtout si je veux devenir milliardaire. Mais j'ai pas cette vocation et je pense pas avoir la capacité en tout cas aujourd'hui. Peut-être que ça viendra petit à petit, mais je pense qu'au rythme auquel je vais, qui est déjà assez rapide, je pense pas atteindre 1 milliard d'euros en toute franchise. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire, ouais. Effectivement. Après, je me disais, 26 ans, t'en es là où t'en es, c'est possible qu'il y en a, ils veulent toujours plus et qu'ils suivent cet objectif. Je veux toujours plus. Ouais, mais je pense que la définition d'un bon objectif, c'est un objectif qui est stimulant mais atteignable. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu connais ce qu'on appelle la courbe de performance, qu'on utilise beaucoup pour accompagner des sportifs, notamment en fonction du niveau de difficulté de la tâche qu'on leur donne et des compétences perçues qu'ils ont. Et il y a en fait un gap, le milieu de ces courbes, qui est quand on a un alignement parfait entre les compétences qu'on pense avoir et le niveau de difficulté d'une tâche qu'on nous demande. Et c'est là qu'on est dans une zone de génie.
en psychologie de la performance, on appelle ça la zone de flow. C'est là où tu es vraiment super bon. Et je pense que plus tu arrives à maintenir toutes tes actions dans cette zone de flow, plus tu progresses vite. Et je pense qu'une erreur, c'est les gens qui font trop peu par rapport à ce qu'ils sont capables, autant que les gens qui font beaucoup trop dur par rapport aux compétences qu'ils ont aujourd'hui. Parce que ça les décourage. Exactement. D'accord. Ouais. Exactement. Donc moi, j'essaye de rester dans ma zone de flow le plus souvent possible et de faire taper l'aiguille vers le haut, évidemment, plus que vers le bas. Mais je pense que de se mettre des challenges qui, en toute franchise, ne sont pas atteignables aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de vertu. Je pense que ça sert à rien. Et je pense qu'il vaut mieux décomposer un objectif en plusieurs petites étapes et de se dire, bon, bah voilà, moi j'ai 100 lots immobiliers aujourd'hui. Mon prochain objectif, c'est d'en avoir 200. Quand j'en aurai 200, peut-être que mon objectif, c'est d'en avoir 500, mais d'abord, je vais tâcher d'en avoir 200. Et quand j'en aurai 200, ça se trouve, je voudrais faire autre chose. Donc, je pense qu'il vaut mieux diviser en parties plus petites. Je pense que c'est la clé, justement, pour continuer à progresser sur la durée. Je suis totalement d'accord. Et en plus, ce qui peut être dangereux avec les gros objectifs du type arriver à 1 milliard, c'est qu'une personne, elle peut peut-être bosser toute sa vie en ayant cet objectif en tête. Il faut que j'arrive à 1 milliard, il faut que j'arrive à 1 milliard. Exact. Et le jour où elle y arrive, l'objectif, il est atteint. Il y a un énorme vide qui se crée. Et derrière, so what au bout d'un moment. En plus, et je pense que de toute façon, de dire moi je veux 1 million, je veux 10 millions, je veux 100 millions, je veux 1 milliard, c'est une erreur psychologique qui vient du fait que beaucoup de personnes pensent que l'argent est un stock, alors que l'argent, c'est pas un stock, c'est un flux. Avoir 100 millions d'euros de patrimoine pour n'enrichir personne autour de toi, ça sert à rien. Et moi qui vois les gens à la fin du jeu, parce que moi la majeure partie des gens que je vois tous les jours, ils n'ont pas 25 ans, ils ont plus que ça. Et moi j'en ai beaucoup, des gens que je croise tous les jours qui ont été chefs d'entreprise, qui ont très bien gagné leur vie, certains qui ont des patrimoines colossaux que je rencontre et qui viennent me voir à la fin du jeu quand ça va pas. Et j'en ai jamais rencontré un qui m'a dit « Moi, j'ai tout sacrifié pour avoir un patrimoine de 15 millions d'euros, mais aujourd'hui, je suis super heureux. » Moi, j'ai jamais rencontré ça. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi mettre les priorités là où elles sont, mais surtout avoir conscience, encore une fois, que l'argent n'est pas un stock, c'est un flux. Et il est là pour servir à faire des choses. C'est un moyen, pas une fin. C'est un moyen, pas une fin, exactement. Ok, pour continuer sur le petit jeu, à combien t'estimerais la probabilité qu'un jour la France reparte sur une période par exemple de 30 ans de type 30 glorieuses, super croissance économique comme on a pu le connaître? 10. Ok, donc tu crois vraiment pour le coup dans... Ah bah de toute façon, je veux dire, non seulement je le crois, mais toutes les études le montrent, que la vie économique d'un pays, d'un État ou d'une entreprise, elle est cyclique. Il y a des périodes où tu plantes, il y a des périodes où tu sèmes, il y a des périodes où tu récoltes. Et petit à petit, une thématique que j'aime bien aborder et qui pour moi est pleine de sens, c'est, moi j'ai entendu ça, c'est le roi de Dubaï qui l'a dit dans une interview, c'est qu'aujourd'hui, quand les temps sont trop faciles, la vie au bout d'un moment devient difficile, et la vie difficile forge des hommes forts, et les hommes forts créent des temps faciles. Et en fait, c'est un cycle perpétuel comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la vie est trop facile, et que ça va nous amener vers des temps difficiles. Qui vont forger des gens forts. Exactement, et tout ça est cyclique. Ok, d'accord, c'est intéressant comme façon de voir les choses. Que donc toi, tu penses par exemple que toutes les périodes de guerre, seconde guerre, etc., c'était des gens forts qui ont forgé une époque plus facile et qu'aujourd'hui, l'époque plus facile fait que... Exactement, alors je sais pas si on peut résumer tout à cette phrase-là, Voilà, mais je pense qu'effectivement, dans la vie, c'est pareil, dans la vie d'une entreprise, c'est pareil, dans la vie d'un État, c'est pareil, il y a des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien. Et ce cycle-là des saisons, il est inhérent à n'importe quelle matière, je pense. Je voulais aborder un dernier point avec toi. C'est qui, si aujourd'hui tu devais définir une ou deux tes inspirations, tes plus grosses inspirations en termes de personnes que tu suis le plus, qui t'apportent le plus ou qui t'ont apporté le plus? Difficile. Ouais, j'en ai tellement. Tellement parlé, tu peux m'en dire 3 si tu veux. Ouais, j'en ai tellement. Un mec pour qui j'aurais toujours une reconnaissance éternelle et où j'ai poncé mais tous ses contenus en long, en large et en travers, c'est Franck Nicolas. Okay. Qui est un coach et motivational speaker, comme ils disent aux US, très connu en francophonie. J'ai fait ses formations, j'ai fait ses séminaires, enfin j'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai fait même son séminaire en 2e année de médecine, donc tu vois, ça remonte il y a 7 ans en arrière. Qui est un mec vraiment incroyable de par les valeurs qu'il partage. J'aurais le modèle de Grant Cardone aux États-Unis, qui fait partie des plus gros investisseurs présents sur les réseaux sociaux.
Mais en fait, les sources d'inspiration que j'ai au quotidien, ça peut être un patient, ça peut être quelqu'un que je vais rencontrer X ou Y. C'est pas forcément des gens connus. Ouais. Donc c'est une inspiration du quotidien, je pense. Plus, par exemple, la combativité de quelqu'un qui t'inspirerait Ouais, c'est ça. que le succès matériel. Exactement, ouais, exactement. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour Je t'en cette prie. masterclass sur l'investissement que tu en as fait. Je suis sûr que tu en as appris beaucoup à beaucoup de monde. Eh ben, trop bien. J'en Est-ce suis ravi. que, pour terminer, si les personnes veulent te suivre, plutôt sur YouTube, Instagram Ouais, n'importe quel canal, là où je vais dispenser le plus de contenu pédagogique, ce sera sur YouTube, parce que c'est là où on a le plus de temps pour le faire. Je mettrai le lien en description. Avec plaisir. Et c'est là où j'essaie d'apporter un maximum de valeur et surtout d'aider les gens qui n'y connaissent rien, plus que les gens qui connaissent déjà tout. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les contenus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo s'il y en a qui vous paraissent intéressants, on sera avec plaisir. Bah écoute, un grand merci à toi d'avoir fait le déplacement, surtout après cette nuit de garde, etc. Et pour nous apporter autant de valeur. Trop bien. Et un grand merci à vous tous qui nous écoutent ou nous regardent. Je vous retrouve très bientôt pour plein de nouveaux épisodes. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.